Vladimir Poutine a gagné la guerre, ou du moins, il est sur le point de le faire, en partie. C'est une victoire politique, une victoire sur le plan du récit, et non un triomphe concrètement remporté sur les champs de bataille ravagés. C'est certainement pas le fruit d'une négociation brillante, et c'est pas non plus une victoire économique. Il n'y a même pas eu de basculement du pouvoir ni de changement de régime en Ukraine. Non, Poutine a gagné la guerre politique, lors d'une élection, l'élection américaine, et il y est parvenu essentiellement parce que Donald Trump a une manière assez particulière de négocier. Est-ce que vous avez remarqué qu'avec lui, les tyrans obtiennent toujours ce qu'ils veulent? Besoin d'un rappel? Très bien, regardons ça ensemble. Sous Trump, la Chine a totalement et définitivement annexé Hong Kong et intensifié son harcèlement envers Taïwan. Kim Jong-un a pu tester et renforcer son programme nucléaire. Les talibans ont négocié un accord avec lui au Qatar lors de son premier mandat, ce qui a ouvert la voie à leur prise de contrôle de l'Afghanistan. Maduro a récemment obtenu la première visite d'un haut responsable de cette nouvelle administration en Amérique latine. Et maintenant, Poutine obtient ce qu'il veut en Ukraine. Comme je te l'ai déjà dit, où que l'on regarde avec Trump, les tyrans gagnent toujours. Les seuls à perdre, ce sont les régimes démocratiques. Alors oui, d'accord, je sais, on ne sait pas encore exactement ce qui va se passer. Peut-être que certains diront que Trump, le soi-disant maître de la négociation, a une carte secrète dans sa manche, un coup de génie en réserve. Peut-être, mais l'histoire ne nous donne pas vraiment de raison d'être optimiste. Comme je l'ai dit, on ne sait pas encore ce qui va se passer. En revanche, il y a quelque chose qu'on sait déjà, des choses que le président des États-Unis en personne nous a dites. Par exemple, on sait qu'il a décrit Vladimir Poutine, un despote génocidaire, comme un homme de paix cherchant à mettre fin à l'effusion de sang en Ukraine. La vérité, c'est assez simple, il aurait pu arrêter les bombes, l'artillerie et les missiles. Mais pour Trump, d'une manière ou d'une autre, cet homme est un homme de paix. Nous savons aussi qu'il a invité aux États-Unis, à Washington même, sans doute pour une grande réception officielle. T'imagines un peu? Franchement, c'est pas révoltant d'accueillir ainsi un tyran génocidaire dans ce qui est censé être la capitale mondiale de la démocratie? Mais c'est pas tout. Après avoir parlé avec Poutine et accepté d'entamer des négociations, Trump a rendu la conversation publique avant même d'en informer Zelensky ou ses alliés européens de l'OTAN. Et bien sûr, on sait aussi que ses plus proches conseillers ont déjà clairement indiqué ce qu'ils ne feront pas pour l'Ukraine. C'est une manière de négocier pour le moins étrange. Avant même le début des discussions, ils ont pratiquement offert une position de faiblesse à l'Ukraine. Comment? Écoute bien, le matin même de la conversation entre Poutine et Trump, le président a envoyé son secrétaire à la défense à Bruxelles pour annoncer au monde des choses comme celle-ci. The United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement. Autrement dit, l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN. Mais il ne s'est pas arrêté à ça. Il a aussi déclaré que l'annexion russe des territoires ukrainiens devait être reconnue, que l'OTAN ne défendrait pas officiellement le pays de Volodymyr Zelensky, que les États-Unis, en aucune circonstance, n'enverraient de troupes ni ne soutiendraient aucun soldat de l'OTAN déployé en Ukraine pour dissuader Moscou de répéter son agression à l'avenir. Pas d'adhésion à l'OTAN, pas de troupes sur le terrain, ça ressemble à un abandon de l'Ukraine. Les délégués volent à Munich non pas pour négocier, mais pour annoncer la mauvaise nouvelle à Zelensky. Gabrielius Landsbergis, ancien ministre des Affaires étrangères de Lituanie. Capitulation et trahison. Ce message du secrétaire à la défense ex-F équivaut à abandonner l'Ukraine et à saper la sécurité de nos alliés européens. Ayant effectué 6 visites en Ukraine pendant sa lutte contre l'assaut sanglant de Poutine, je sais que le courage des Ukrainiens est inébranlable. Ils persévéreront. Richard Blumenthal, sénateur américain du Connecticut. Et pour couronner le tout, ces derniers jours, le président était très clair. L'Ukraine devra payer pour l'aide qu'elle a reçue. Elle devra rembourser jusqu'au dernier centime, même si ça implique de céder des ressources stratégiques. Bien sûr que, comme on va le voir, il y a sans doute un piège derrière tout ça. Je leur ai dit que je voulais l'équivalent de 500 milliards de dollars en terres rares, et ils ont essentiellement accepté de le faire. Donc au moins, nous ne nous sentons pas stupides. Donald Trump. Le chancelier allemand Olaf Scholz a vivement critiqué la proposition du président américain Donald Trump de conditionner l'aide militaire future à l'accès aux ressources en terres rares de l'Ukraine, qualifiant cette démarche de très égoïste et très centrée sur soi. Trump n'a pas exclu la possibilité que l'Ukraine finisse par faire partie de la Russie, et il ne reconnaît même pas ouvertement le gouvernement ukrainien comme un acteur légitime dans les négociations visant à mettre fin à cette guerre. Oui, vous avez bien entendu, mais il vaut mieux l'écouter directement. Do you view Ukraine as an equal member of this peace process? It's an interesting question. I think they have to make peace. Et peut-être en guise de geste de bonne volonté envers ses adversaires à Moscou et Beijing, Trump a récemment sacrifié les Ukrainiens, leurs alliés européens et même le Canada, ce qui bien sûr représente une victoire majeure pour Moscou. Juste une question de savoir-vivre, j'imagine. Aujourd'hui pourrait entrer dans l'histoire comme un jour sombre pour l'Europe. Il revient désormais aux dirigeants européens de reconnaître enfin que nous devons prendre nos destins en main, dès maintenant. Marko Mihelsson, président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement estonien. Honnêtement, j'ai pas vu Poutine aussi heureux depuis des années. Et c'est pas surprenant parce que Trump lui a pratiquement offert tout ce qu'il voulait avant même de commencer officiellement les négociations avec la Russie.
En faisant ces concessions et d'autres avant même que les négociations ne commencent, Trump a effectivement capitulé face à Poutine sur la question ukrainienne. John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis. En gros, Trump n'a gardé qu'une seule carte dans sa manche, le maintien de l'aide militaire et financière à l'Ukraine. Parce que, selon ses propres mots, si les États-Unis arrêtaient cette aide, Poutine pourrait dire qu'il a gagné. Et bien sûr, ce serait indéniable. Ce serait une victoire totale. D'une manière ou d'une autre, ça a probablement beaucoup à voir avec l'histoire des terres rares que le président vient de sortir de son chapeau. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, Trump a besoin d'une justification pour dire qu'il ne fait pas simplement cadeau d'argent à l'Ukraine, mais qu'il conclut des accords commerciaux, même si en réalité, il continuera à leur envoyer de l'argent. Dans tous les cas, ça pourrait être une bonne nouvelle. Mais le problème, c'est que les négociations avec la Russie n'ont même pas encore commencé. Et après toutes ces concessions faites juste pour les amener à la table des négociations, c'est pratiquement le seul levier qui reste à Washington. La grande question, c'est donc, est-ce qu'il cédera aussi là-dessus lorsqu'ils se mettront supposément à négocier? Et ben voilà le problème. Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a clairement indiqué, après le fameux appel téléphonique, que pour arrêter la guerre, Moscou voulait encore plus de concessions de la part de l'Ukraine et de l'Occident. Autrement dit, non, tout ce qui a déjà été concédé ne suffit toujours pas. Pas de chance, Donald. Ou alors, qui sait, peut-être que tout ça fait partie d'une stratégie de négociation brillante. Vous savez, donner encore plus de ce qui est demandé dès le départ. C'est certainement une approche innovante d'une négociation que de faire d'importantes concessions avant même qu'elle ne commence. Même Chamberlain n'est pas allé aussi bas en 1938. Et pourtant, Munich s'est très mal terminé. Carl Bildt, ancien Premier ministre suédois. Ne mâchons pas nos mots sur ce que cela représente. Une capitulation des intérêts de l'Ukraine et des nôtres avant même le début des négociations. Trump est un excellent négociateur, c'est sûr, pour le Kremlin. Adam Schiff, sénateur américain de Californie. D'ailleurs, à peine quelques minutes après son appel avec Trump, au cours duquel ce dernier l'a publiquement décrit comme un leader cherchant à mettre fin au bain de sang en Ukraine, Poutine a ordonné de nouvelles frappes de missiles et de drones sur le territoire ukrainien. La paix moderne dans toute sa splendeur. Mais mes amis, l'histoire est encore loin d'être terminée. Il semble que Trump et Poutine vont bientôt se rencontrer en face à face en Arabie Saoudite. Et bien sûr, leurs représentants sont déjà au travail. Mais sauf énorme surprise, il paraît assez évident que Poutine obtiendra ce qu'il veut, du moins en partie, ou en tout cas bien plus que ce qu'on imaginait encore il y a quelques mois. Mais c'est ce que l'Amérique a choisi. La vraie question maintenant, c'est de savoir quel impact cela aura sur les autres conflits. Si la Chine a le moindre doute sur le fait que les États-Unis respecteront leurs engagements vers Taïwan, alors nous ne dissuadons pas la Chine, nous la tentons et l'encourageons. Daniel Russell, vice-président de l'Asia Society Policy Institute à New York. Mais ça, si vous le voulez bien, on en parlera un autre jour. Aujourd'hui, concentrons-nous sur l'Ukraine. Comme vous allez le voir, heureusement, tout n'est pas un tableau sombre. Dans cette vidéo, on va analyser quel pourrait être le meilleur scénario pour l'Ukraine, à quoi ressemblerait le pire des cas, et quel rôle l'Europe pourrait jouer dans ce nouveau chapitre qui ne fait que commencer. Alors, entrons dans le vif du sujet. Au passage, n'oublie pas de t'abonner à Diplo et de liker et partager cette vidéo. Une lueur d'espoir. Soyons très clairs, la fin de la guerre en Ukraine est une bonne nouvelle, même si le processus n'est pas parfait. Après 3 ans de combats brutaux, je suis certain que presque tout le monde souhaite voir cette tragédie prendre fin. Et comme tu peux le constater, les Ukrainiens eux-mêmes partagent ce sentiment. C'est également ce que Zelensky lui-même affirme, même si, pour être honnête, c'est pas comme s'il avait vraiment le choix. Personne ne veut la paix plus que l'Ukraine. Ensemble avec les États-Unis, nous traçons nos prochaines étapes pour stopper l'agression russe et garantir une paix durable et fiable. Comme l'a dit le président Trump, faisons-le. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. C'est compréhensible, l'épuisement, la souffrance, la frustration, le manque de soutien. Il est logique que de plus en plus d'Ukrainiens souhaitent tourner la page tant que l'avenir de l'Ukraine en tant que pays indépendant est garanti. Et c'est peut-être là la meilleure nouvelle. Après 3 ans de guerre, la Russie n'a pas réussi à subjuguer l'Ukraine. Désormais, peu importe l'accord qui sera conclu, l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine sont assurées et son intégration avec l'Europe pourra s'accélérer rapidement. Dans cette optique, Vladimir Poutine a clairement perdu. Il pourra peut-être remporter la bataille du récit politique, mais la guerre, la véritable guerre, elle n'a pas été gagnée. Celui qui a véritablement obtenu une pleine indépendance et souveraineté, c'est l'État ukrainien. Gardons bien ça à l'esprit. Quoi qu'il en soit, 2 scénarios possibles se dessinent. Et dans les 2 cas, il serait positif pour l'Ukraine. Le premier pourrait être qualifié de résolution à la coréenne, autrement dit, un cessez-le-feu établi approximativement le long des lignes de front actuelles. Un cessez-le-feu sans clause complexe, une frontière fortifiée avec la Russie contrôlant les territoires qu'elle a conquis et le gouvernement ukrainien conservant le reste du pays sous son autorité. La seconde possibilité serait que l'Ukraine soit contrainte de reconnaître officiellement la souveraineté russe sur une grande partie des territoires occupés en échange de la restitution par Moscou de certaines enclaves stratégiques à Kiev, comme peut-être la centrale nucléaire de Zaporizhzhia ou des gisements minéraux précieux. L'avantage de cette seconde voie serait qu'elle ouvrirait la voie à une adhésion à moyen terme de l'Ukraine à l'Union européenne en mettant fin techniquement au conflit actif.
Cependant, dans les deux scénarios, l'Ukraine aurait besoin d'une aide financière et militaire significative de la part de l'Occident pour rester viable, à la fois de l'Europe et des États-Unis. La bonne nouvelle, c'est que Washington semble pleinement conscient de cette nécessité. Par exemple, voici ce qu'a déclaré le secrétaire américain à la Défense lors de la réunion du groupe dit de Ramstein au siège de l'OTAN. Une paix durable pour l'Ukraine doit inclure de solides garanties de sécurité afin d'éviter qu'une guerre n'éclate à nouveau. Pete Hegseth, secrétaire américain à la Défense. En un sens, c'est exactement ce que Donald Trump a déclaré après s'être entretenu avec Vladimir Poutine. Le soutien à l'Ukraine doit continuer. Cependant, il est probable que toute cette mise en avant des minerais rares ne soit qu'un prétexte pour justifier auprès de sa base MAGA pourquoi les États-Unis continueront d'envoyer de l'argent à Kiev. Quoi qu'il en soit, comme nous le verrons plus tard, l'Europe semble avoir compris que cette dynamique ne peut pas changer. Et oui, les décisions de l'Europe comptent car malgré le discours américain, les gouvernements européens, avec la Commission européenne, ont fourni une aide financière à l'Ukraine bien plus importante. L'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Ukraine sont inconditionnelles. Notre priorité doit maintenant être de renforcer l'Ukraine et de fournir des garanties de sécurité robustes. Kaja Kallas, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Ainsi, si ce scénario se concrétise, l'Ukraine pourrait entamer une reconstruction rapide. Elle pourrait commencer à exploiter pleinement sa vaste richesse minérale, développer son industrie militaire naissante, non seulement pour continuer à équiper son armée, mais aussi pour exporter du matériel à l'échelle mondiale. Si la sécurité est assurée, de nombreux Ukrainiens ayant fui le pays au début de la guerre pourraient revenir. L'Ukraine pourrait également devenir un important hub pour le gaz naturel liquéfié destiné à l'Europe. Et bien sûr, avec le soutien de l'Union européenne et des États-Unis, si les cartes sont bien jouées, l'Ukraine a l'opportunité de devenir une sorte de nouvelle Pologne. Ce serait sans aucun doute le meilleur résultat possible et ce n'est pas totalement irréaliste. Ça peut arriver. C'est tout à fait envisageable. Oui, d'une certaine manière, Poutine pourrait obtenir une partie de ce qu'il souhaite, mais il n'atteindrait toujours pas son objectif principal, prendre le contrôle total de l'Ukraine et ramener le pays entièrement sous la férule de Moscou. En réalité, même à l'heure actuelle, plusieurs pays comme le Royaume-Uni, la France, le Danemark, la Finlande et les États baltes semblent prêts à participer à l'envoi d'une force de maintien de la paix en Ukraine comme mesure dissuasive. Cependant, la position de Washington, selon laquelle ces forces ne seraient pas soutenues par l'OTAN, constitue un obstacle direct à cette possibilité. Mais on verra bien, parce que même avec cet obstacle, il ne serait pas surprenant qu'un tel projet avance malgré tout. D'ailleurs, Pete Hegseth, ancien secrétaire à la Défense sous Trump, a également reconnu que cela devait être le cas. Regarde. There also must be robust international oversight of the line of contact. Ainsi, l'idée serait, comme on l'a déjà expliqué ici sur Diplo dans des vidéos précédentes, de reproduire une résolution à la coréenne. Et bien sûr, ça serait une bonne nouvelle pour l'Ukraine. Ça pourrait marquer la fin du cauchemar et le début d'une nouvelle ère. Mais il existe également une possibilité que les choses prennent une tournure bien moins positive. On fonce droit dans le mur. Soyons honnêtes, une fois la guerre terminée, la présence de l'Ukraine sur la scène internationale risque de s'estomper jusqu'à presque disparaître. Le véritable problème, c'est que si l'Europe et les États-Unis ne s'engagent pas à fournir une aide financière conséquente et un soutien militaire continu, la situation pourrait rapidement se détériorer. L'Ukraine se retrouverait avec une économie dévastée et des finances publiques dans un état critique. En plus, si elle ne reçoit pas suffisamment d'armes et de financement pour que son industrie militaire puisse jouer un rôle dissuasif efficace, il est tout à fait possible qu'à un moment donné, Moscou tente à nouveau de reprendre ce qui lui a échappé cette fois-ci. Après tout, si les choses se sont relativement bien passées pour eux cette fois-ci, pourquoi est-ce qu'ils n'essaieraient pas encore une fois sous n'importe quel prétexte inventé par le dernier stagiaire du Kremlin? Surtout en sachant que le niveau d'engagement international envers l'Ukraine ne sera probablement pas répété à l'avenir. Et soyons clairs, c'est un risque très réel. La seule manière de garantir l'avenir de l'Ukraine est de lui donner les moyens de se défendre, tout comme Israël a reçu les capacités nécessaires par le passé. Parce que oui, c'est vrai que la Russie a subi de lourdes pertes dans cette guerre, mais il est aussi vrai qu'elle s'en sortira avec une armée surdimensionnée et une industrie militaire fonctionnant à plein régime. Comme on l'a déjà évoqué sur des vidéos précédentes sur Diplo, il est peu probable que Poutine veuille ralentir ce rythme. Bien sûr, lorsqu'un pays dispose d'une armée massive et d'une industrie d'armement en pleine capacité, il devient beaucoup plus facile de céder à la tentation de lancer de nouvelles incursions. D'autant plus lorsqu'il s'agit du Kremlin, où rompre des accords est pratiquement devenu une tradition historique. On vous donne deux exemples. Commençons par un ancien, le traité de Tartou de 1920. En vertu de cet accord, Moscou reconnaît l'indépendance totale de l'Estonie. Et qu'est-ce qu'il s'est passé plus tard? 15 ans après, Moscou manœuvrait déjà pour rompre sa promesse. Finalement, ils ont envahi le pays et ils l'ont incorporé de force à l'Union soviétique. Mais inutile d'aller aussi loin dans le passé. Regardez l'Ukraine en 1994. Oui, je parle du mémorandum de Budapest. Cet accord prévoyait qu'en échange de l'abandon par l'Ukraine de son immense arsenal nucléaire, la Russie promettait de respecter ses frontières, y compris la Crimée. Et on sait tous comment ça s'est terminé. Ensuite viennent les accords sur les forces nucléaires intermédiaires, les accords de Minsk, la convention sur les armes chimiques, et ce ne sont que quelques exemples parmi une très longue liste. En réalité, ce qui est vraiment rare, c'est que la Russie respecte effectivement un accord. Donc, si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que peu importe ce qui est signé, si l'Ukraine n'a pas les moyens de se défendre, le risque d'une nouvelle attaque russe reste dangereusement élevé.
La Russie a violé des dizaines de traités internationaux au cours des 30 dernières années. Un accord avec eux ne vaut rien. Si nous voulons une paix qui dure longtemps, nous devons leur infliger autant de dégâts que possible. Ivan Pachenko, vétéran de 42 ans qui a commencé à combattre en 2014. Si Poutine parvient à convaincre Donald Trump de lever certaines des sanctions qui pèsent actuellement sur l'économie russe, la menace pour l'Ukraine ne ferait que croître. En d'autres termes, si l'aide occidentale ralentit et que l'accord de paix ne fixe pas de limite claire à la Russie avec une participation active de l'Occident, ce que l'administration Trump semble écarter, alors l'Ukraine se retrouverait face à une tempête parfaite. Un sentiment généralisé de défaite, une absence de dissuasion suffisante pour garantir sa sécurité, un risque pays extrêmement élevé étouffant son économie et probablement une crise économique due à des finances publiques en ruine et un exode massif d'entreprises et de professionnels qualifiés. Dans ces conditions, qui voudrait investir en Ukraine? Mais vous savez quoi? Heureusement, il y a tout de même une bonne nouvelle. L'Europe doit se réveiller. Mercredi dernier, une réunion importante s'est tenue à Paris, entre plusieurs ministres des Affaires étrangères européens. À l'issue de cette rencontre, le gouvernement français a annoncé que les participants, incluant l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et la France, avaient convenu d'accroître leur soutien à l'Ukraine. Plus important encore, ils ont clairement affirmé que tout accord avec la Russie devait inclure de solides garanties de sécurité pour l'Ukraine de la part des membres de l'OTAN. Leur position est limpide, il n'y a pas de place pour le doute. En plus, depuis plusieurs mois, les pays européens ont changé leur approche envers l'Ukraine. Au lieu de simplement envoyer des armes, ils fournissent désormais beaucoup plus d'aide financière pour aider l'Ukraine à développer sa propre industrie militaire. Et c'est une excellente nouvelle. Mais ça ne concerne pas seulement l'Ukraine. Une mentalité qui n'avait pas été vue depuis des décennies refait surface dans une grande partie de l'Europe. La reconnaissance qu'il faut augmenter les dépenses en matière de sécurité et de défense. À quelques exceptions près, les budgets militaires explosent. En fait, selon les statistiques de l'OTAN, les membres européens de l'Alliance, ainsi que le Canada, ont augmenté leur budget de défense de 20% en 2024. Nous devons faire cela, et pas seulement parce que le président Trump nous le demande, mais parce que nous devons nous défendre, marque Rutte. Et en ce qui concerne le soutien à l'Ukraine, l'Europe a largement surpassé les États-Unis, notamment en aidant l'Ukraine à développer sa propre industrie de défense, ce qui pourrait être absolument crucial pour l'avenir du pays. Et vous savez quoi? C'est une bonne nouvelle pour Kiev. Pourquoi? Premièrement, parce que l'arrivée de Trump a poussé de nombreux dirigeants politiques à reconsidérer si les États-Unis sont encore un partenaire réellement fiable. Ça renforce par ailleurs l'objectif de longue date d'Emmanuel Macron, une plus grande indépendance stratégique pour l'Europe. Ainsi, même si ça peut sembler contre-intuitif, ce désaccord entre l'Europe et Washington pourrait en réalité renforcer l'Europe et par extension améliorer la position de l'Ukraine. Deuxièmement, c'est une bonne nouvelle parce que, au fond, l'Ukraine est un pays européen. Une intégration plus profonde avec l'Union européenne pourrait être la meilleure garantie de prospérité pour l'Ukraine. En outre, de nombreux gouvernements européens reconnaissent désormais pleinement la menace que représente Moscou et semblent plus disposés que jamais à travailler étroitement avec l'Ukraine pour sécuriser toute la région. En d'autres termes, l'Ukraine a une réelle opportunité de devenir un partenaire stratégique précieux pour les gouvernements européens. Donald Trump a offert ou est en train d'offrir à Vladimir Poutine une grande victoire politique. Son approche vis-à-vis de l'Ukraine et de ses alliés au sein de l'OTAN a été terrible. Personnellement, je dirais qu'elle frôle le scandaleux. Mais ça ne signifie pas que tout est perdu. La lumière prévaudra sur les ténèbres, la vie triomphera sur la mort et la simple vérité vaincra les mensonges vils et empoisonnés. Bonne nuit depuis une Ukraine en lutte. Il y aura un nouveau jour et un nouvel espoir. Les amis, on rejette fermement toute tentative de réhabiliter Poutine, un dictateur, mais en même temps, on salue la fin de la guerre. À présent, la chose la plus importante, c'est que l'Europe soit à la hauteur de l'enjeu. Parce qu'une chose est claire, l'unilatéralisme de Trump et ses concessions à Poutine ont complètement brisé l'esprit de cohésion et de loyauté qui donne tout son sens à l'OTAN. Voilà, c'était notre point de vue. Maintenant, à toi de nous faire savoir ton avis. Et si tu as trouvé cette vidéo intéressante, mets un like, abonne-toi et partage. Prenez soin de vous et à très bientôt.